3, 2, 1. Chaque fois qu'un Raptor s'allume, le moteur commence une danse délicate à la limite de l'autodestruction. Chaque pièce qui permet à tout cela de fonctionner est tellement interconnectée et fonctionne dans des conditions si extrêmes que si quoi que ce soit se décale, même légèrement, alors tout explose. Et si nous pouvons comprendre comment fonctionne ce moteur, alors nous pouvons mieux comprendre pourquoi SpaceX doit construire quelque chose d'aussi incroyablement volatile. Parce qu'au final, Raptor sera la seule solution à un problème impossible. Tout cela commence avec une entreprise beaucoup plus petite, construisant un moteur beaucoup plus petit et poursuivant un objectif beaucoup plus modeste. Il y a 20 ans, SpaceX devait juste disposer d'une fusée capable d'atteindre l'orbite avant de manquer d'argent. Ils ont nommé cette fusée Falcon, qui est un vaisseau spatial dans Star Wars, mais c'est aussi un oiseau de proie, et le moteur qui l'alimentait s'appellerait Merlin, qui est le nom d'un célèbre magicien, mais c'est aussi un oiseau. Ce sont de très petits membres de l'espèce des faucons. Mais derrière ces noms cool, les débuts de SpaceX étaient en réalité un chaos total. Qu'une start-up technologique privée de Californie se lance dans le domaine des lancements de fusées orbitales au début des années 2000, ce n'était pas seulement sans précédent, c'était de la folie. Personne ne pensait qu'ils allaient réussir, et donc personne n'investissait dans le projet. Elon Musk finançait tout lui-même avec sa fortune provenant de PayPal, ce qui représentait beaucoup d'argent, mais SpaceX brûlait de l'argent aussi vite qu'il brûlait du carburant pour fusée. La mission d'Elon pour le Merlin était de créer un moteur de fusée simple et économique. Alors, à quoi cela ressemble-t-il ? Dans le corps principal d'une fusée, il y a 2 réservoirs de propergol, un pour l'oxygène, l'autre pour le carburant. Le côté oxygène est le même pour tous les types de fusées, car le feu a besoin d'oxygène pour brûler et, en ajoutant un apport pur et constant au moteur, on obtient une combustion puissante jusqu'à l'espace. Pour fabriquer du propergol pour fusée, l'oxygène doit d'abord être liquéfié. Nous liquéfions l'oxygène en le refroidissant à une température cryogénique. Le point d'ébullition de l'oxygène est de moins 183 degrés Celsius ou moins 297 degrés Fahrenheit. Donc, à toute température en dessous de ce seuil, il se stabilisera sous forme liquide. La raison de faire cela est d'augmenter la densité de l'oxygène. Le liquide est plus lourd que le gaz, donc vous pouvez stocker plus d'énergie potentielle dans le volume de votre fusée. Ensuite, du côté du carburant, le moteur Merlin utilise un produit chimique appelé RP1 qui est en fait du kérosène purifié. C'est bon marché, accessible et déjà liquide à température ambiante. SpaceX refroidit son RP juste sous le point de congélation pour augmenter sa densité et tirer plus de puissance des réservoirs. Mais lorsque le démarrage du moteur fusée commence, 2 pompes vont déplacer à très haute pression à la fois l'oxygène et le carburant dans la chambre de combustion où les 2 liquides sont mélangés et enflammés. Cette combustion va libérer une quantité massive d'énergie lorsque les propergols brûlent et se dilatent pour créer de la pression à l'intérieur du moteur. Toute cette énergie va sortir de la chambre de combustion par le col. Ensuite, tous ces gaz d'échappement de combustion à haute pression et haute température passent par la tuyère, où ils s'étendent de la taille du col à la taille de l'ouverture de la tuyère. Cette expansion accélère en fait les gaz d'échappement à une vitesse encore plus élevée qu'à leur sortie du col, car la matière cherche naturellement à passer des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Un rapport d'expansion élevé entre le col et l'extrémité de la tuyère augmente l'accélération des gaz d'échappement. Ce processus convertit la pression en poussée et plus nous pouvons expulser rapidement ces gaz d'échappement à l'arrière de la tuyère, plus la fusée avancera vite. Toute action entraîne une réaction égale et opposée. Voici une explication simple, mais nous pouvons maintenant aller plus loin et vous montrer comment le carburant est amené à la chambre de combustion. Cela nous indique exactement avec quel type de moteur fusée nous avons affaire. Dans la conception du Merlin, les 2 pompes pour le carburant et l'oxygène sont alimentées par un générateur de gaz. C'est un moteur fusée miniature doté de sa chambre de combustion et tuyère, alimenté en oxygène et carburant par la pompe principale. Sauf que ce mini-moteur envoie ses gaz d'échappement directement sur une pale de turbine. La pression de la combustion fait tourner une turbine reliée à un arbre d'entraînement, connectant le générateur de gaz aux pompes principales de carburant et d'oxygène. Donc maintenant, tout tourne ensemble. Après que les gaz d'échappement du générateur de gaz ont accompli leur travail en faisant tourner la turbine, l'excédent est évacué sur le côté du moteur par un tuyau d'échappement.
C'est ce qu'on appelle un générateur de gaz à cycle ouvert, et c'est une conception qui remonte à 1944 et au tout premier missile balistique à longue portée jamais créé, la fusée allemande V2. Donc, quand Elon a demandé le moteur fusée le plus simple et le moins cher possible, c'est exactement ce qu'il a obtenu. Mais cela signifie aussi qu'il doit y avoir une marge d'amélioration. Que se passe-t-il si vous fermez le cycle du générateur de gaz et gardez toute la pression des gaz d'échappement dans le moteur? Nous allons le découvrir. Le moteur Merlin continue d'être un produit fantastique pour SpaceX jusqu'à aujourd'hui, et il continuera probablement ainsi pendant plusieurs années. Mais lorsqu'il a été temps de commencer le développement de la prochaine génération de véhicules SpaceX, cela allait nécessiter la prochaine génération de moteurs SpaceX. Ainsi, avec le Starship, Elon Musk a donné une nouvelle mission à ses ingénieurs. Construisez le moteur fusée le plus complexe jamais conçu, donnez-lui le meilleur rapport poussée-poids de tous les moteurs existants et alimentez-le avec un nouveau carburant pour fusée que personne n'a jamais utilisé auparavant. Donc, il n'était plus question de se reposer sur les conceptions classiques du XXe siècle. C'était le moment de réinventer le moteur fusée. Commençons par cette nouvelle source de carburant. Au lieu du kérosène, le Raptor brûle maintenant du méthane. Comme l'oxygène, le méthane doit être liquéfié à une température cryogénique pour servir de carburant aux fusées. Cela ajoute donc une couche supplémentaire de complexité à ce système, mais cela en vaut la peine. Le kérosène est un hydrocarbure à longue chaîne, ce qui signifie qu'il est très difficile à brûler complètement et à convertir en gaz. Vous allez vous retrouver avec beaucoup de matière solide laissée comme sous-produit, même à l'intérieur d'un environnement comme la chambre de combustion d'une fusée. Ce résidu solide de carbone, c'est ce qu'on appelle généralement la suie, simplement de la poussière noire. Et comme à l'intérieur d'une cheminée, cette suie a tendance à s'accrocher à l'intérieur d'un moteur de fusée et à provoquer une accumulation qu'on appelle la coquefaction. Maintenant, comme un moteur de fusée classique finit au fond de l'océan après une seule utilisation, en général, ça n'a pas d'importance. Mais dans un moteur réutilisable comme le Merlin, tous ces dépôts charbonneux doivent être nettoyés entre chaque lancement. Et ça ne va tout simplement pas suffire avec le calendrier de réutilisation rapide qu'Elon a en tête pour Starship. Il veut que ces engins décollent plusieurs fois par jour. Le méthane est principalement composé d'hydrogène avec un seul atome de carbone pour chaque 4 atomes d'hydrogène. Donc, il est assez facile de brûler complètement ce carbone et de ne rien laisser derrière comme sous-produit. Le gaz naturel domestique est presque uniquement du méthane que vous pouvez brûler toute la journée dans votre chaudière ou cuisinière sans craindre de résidus de carbone. Donc, ça c'est le carburant. Maintenant, comment le système interne d'un moteur Raptor se compare-t-il à l'ancien Merlin? Eh bien, la conception du Raptor s'appelle un cycle à combustion étagé à flux complet, et c'est une configuration exceptionnellement complexe de pompes, de turbines et de tuyauteries. Revenons au moteur. Dans le cycle du Raptor, les propergols liquides vont des réservoirs aux pompes principales, puis dans 2 générateurs de gaz. Donc, à la fois le carburant et l'oxygène alimentent chacun leur propre turbine. Maintenant, au lieu que tout tourne sur un seul arbre principal, nous avons des turbines et des pompes indépendantes pour chaque réservoir, avec tout intégré dans une seule unité, souvent appelée la turbopompe. En commençant par le côté oxygène du Raptor, l'oxygène liquide froid s'écoule directement du réservoir vers la pompe, où il est envoyé dans un pré-brûleur. C'est le moteur fusée miniature mentionné plus tôt. Parce que le générateur de gaz et la pompe sont maintenant intégrés ensemble, presque tout l'oxygène liquide va passer par le pré-brûleur où il se combinera avec une petite quantité de méthane et s'enflammera. Cela transforme notre liquide en gaz, ce qui fait que la matière s'écoule maintenant d'une densité plus élevée vers une densité plus faible. L'oxygène accélère vite vers la turbine du générateur, reliée par un court arbre d'entraînement à la turbopompe qui force le liquide à sortir du réservoir principal. Comme seule une petite quantité de méthane est ajoutée au pré-brûleur, l'oxygène n'est pas consommé, il devient juste chaud. En vaporisant le liquide, on augmente beaucoup son volume et donc la pression dans le système. C'est la clé de la puissance du Raptor. Le gaz d'oxygène chaud est ensuite poussé vers le bas via des injecteurs dans la chambre de combustion principale. Faisons une pause avant d'aborder le méthane, car il y a un problème majeur avec ce que nous venons de dire. Si la turbine du générateur de gaz fait tourner la pompe et que la pompe envoie le liquide dans le générateur de gaz, alors comment le processus démarre-t-il au départ? Une fusée comme la Falcon 9 avec le moteur Merlin possède un réservoir d'hélium à bord. Pendant la procédure de démarrage, l'hélium est libéré dans le générateur de gaz, ce qui fait tourner la turbine et met tout le processus en marche.
Pour le Raptor, SpaceX utilise des équipements sur la rampe de lancement pour mettre les turbines en rotation depuis l'extérieur. C'est pourquoi la rampe de lancement de Starship est considérée comme l'étage 0 pour la fusée principale. C'est la clé de l'allumage réussi du booster. D'accord, passons à notre turbopompe à méthane. Celle-ci est décalée sur le côté du moteur, donc elle fonctionne en parallèle avec la pompe à oxygène. Encore une fois, notre méthane liquide froid entre par le haut de l'unité, mais au lieu d'aller directement vers le pré-brûleur, le méthane fait un petit détour. À la sortie de la pompe, le liquide froid est envoyé via un tuyau vers la tuyère du moteur, ce qui évite au moteur Raptor de fondre. Le carburant liquide circule dans les parois de la tuyère et de la chambre de combustion, évacuant la chaleur du métal. En se réchauffant, le liquide quitte la chambre de combustion et revient vers la turbopompe de méthane. Le carburant liquide chauffé entre maintenant dans le pré-brûleur par le bas, où il rencontre d'abord une petite quantité d'oxygène liquide froid, et s'enflamme. Comme avant, cette expansion rapide du liquide en gaz alimente une turbine reliée par un arbre de transmission à la pompe à carburant située au-dessus. La turbine propulse également le méthane désormais gazeux latéralement vers le corps principal du moteur, où les injecteurs de méthane se combinent avec les injecteurs d'oxygène et où les deux gaz chauds se retrouvent enfin dans la chambre de combustion. Cette réaction entre deux gaz se produit à une pression incroyablement élevée, plus de 300 fois la pression ambiante de l'atmosphère terrestre au niveau de la mer. Avec les dernières versions du moteur Raptor 3 qui approchent près de 400 fois la pression ambiante lors des scénarios de test. La matière allant toujours d'une zone de haute à basse pression, les turbopompes doivent donc fonctionner à une pression interne encore plus élevée, environ 600 fois la pression ambiante. Sinon, la combustion remonterait à travers le moteur jusqu'au réservoir de carburant et tout exploserait. Donc, la seule façon de maintenir cette pression incroyablement élevée est d'éliminer le tuyau d'échappement du générateur de gaz. C'est pourquoi on dit que le Raptor fonctionne en cycle fermé, contrairement au cycle ouvert du Merlin. Dans un Raptor, la pression des deux générateurs de gaz reste entièrement dans le système. C'est aussi un autre domaine où le méthane se distingue comme carburant à combustion propre, car nous ne rejetons pas les gaz d'échappement du pré-brûleur. Si vous essayez cela avec du kérosène comme carburant, la suie s'accumulerait très rapidement à l'intérieur du système et ruinerait tout. C'est aussi de là que vient le terme « flux complet » parce que tout le carburant et tout l'oxygène passent par le générateur de gaz et entrent dans la chambre de combustion. Maintenant, la dernière partie du titre, « combustion étagée », signifie que les ergols sont allumés deux fois, d'abord dans le pré-brûleur, puis dans la chambre de combustion. D'accord, donc si tout cela vous semble très compliqué, c'est parce que ça l'est. Elon a comparé l'allumage du moteur Raptor à une danse délicate entre le système de carburant et le système d'oxygène. Tout est interconnecté et tout influence tout le reste. Donc, si quelque chose ne va pas, ou même si les cycles de méthane et d'oxygène se désynchronisent de ne serait-ce qu'un peu, alors le moteur entier explosera. Nous savons comment fonctionne le Raptor, mais voyons maintenant ce que cela implique pour ses performances et sa puissance. Le Raptor est un moteur relativement petit qui produit une quantité de poussée relativement énorme. Le Raptor version 3 produit 280 tonnes de poussée au niveau de la mer. Ce n'est pas le moteur fusée le plus puissant. Ce titre revient au moteur F1 qui a propulsé la fusée Saturn V. Il avait plus du double de la poussée d'un Raptor, mais c'était aussi un moteur absolument gigantesque dans lequel on pouvait garer une Jeep. En comparaison, le Raptor est très compact avec ses 3 mètres de hauteur et 1,5 mètre de largeur à la sortie de la tuyère. Cela permet à SpaceX d'en installer 33 dans le propulseur de 9 mètres de diamètre. Donc, le Raptor est bien plus petit qu'un équivalent proche, comme le moteur RS-25 qui propulsait la navette spatiale et qui a également été adapté à la fusée lunaire SLS. Mais le RS-25 ne produit qu'environ 190 tonnes de poussée tout en étant 2 fois plus grand qu'un Raptor. Cela donne à SpaceX un rapport puissance-poids inégalé, et le Raptor y parvient en faisant fonctionner la chambre de combustion à une pression nettement plus élevée que n'importe quel autre moteur fusée au monde. La pression de chambre du Raptor 3 est actuellement de 350 bars, ce qui équivaut à plus de 5000 livres par pouce carré. À titre de comparaison, la pression de chambre de l'ancien moteur Merlin est d'environ 100 bars. Rappelez-vous que le moteur fusée utilise le col et la tuyère pour convertir la pression en poussée. Donc, plus de pression signifie plus de poussée.
Et c'est ça le truc avec le Raptor. C'est, selon toute mesure raisonnable, une machine délirante. Il fonctionne à des pressions qui feraient imploser un sous-marin. Il est aussi toujours à un faux pas d'une désintégration rapide et imprévue. Et SpaceX a besoin de 33 de ses moteurs fonctionnant en parfaite harmonie, rien que pour faire décoller un seul Starship. Et ce n'est pas un défaut de conception, c'est tout l'intérêt. Parce que pour aller sur Mars et y construire quelque chose de permanent, rien de tout cela ne se fera avec un moteur sans risque. Tout cela se fera avec celui-ci. Le but ultime du Starship est de devenir l'un des véhicules les plus importants jamais créés dans l'histoire de l'humanité. C'est au même niveau que les premiers navires à voile qui ont traversé l'océan et relié le globe. Le Starship peut relier le système solaire, mais d'abord, nous devons apprendre à dompter le Raptor.